les gens sont très rapidement radicaux parce qu'en fait, ils creusent très peu. C'est très dangereux de te faire un vrai avis sincère en n'étant jamais confronté à autre chose que ce que tu as l'habitude de voir tous les jours. Les réseaux sociaux te mettent constamment en avant du contenu que tu as l'habitude de regarder et que tu aimes regarder. C'est pour ça qu'il y a une grosse majorité des jeunes qui sont très à droite ou très à gauche aujourd'hui. Je suis super heureuse d'accueillir Sixtine. Sixtine, c'est la fondatrice du groupe Le Crayon qu'elle a fondé avec son frère à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, le groupe, c'est 4 filiales, 3 millions de chiffre d'affaires, 35 employés. Moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire, j'aimais pas les études, je trichais pour être première de classe. J'étais juste la définition de Bill Gates, de tu donnes quelque chose de compliqué à un flemmard, il va te trouver la manière la plus rapide et intelligente de le faire. Il fallait que je sois première de classe. J'ai trouvé la manière d'être première de classe. Et comment tu gères quand t'as des personnes en face de toi qui n'ont pas du tout le même mindset que toi? Moi, j'ai des gens dans ma boîte qui ont pas du tout ce mindset-là. Des gens qui ont des grosses responsabilités, qui sont pas du tout comme ça. Et bah, tu les mets dans des zones où c'est pas dérangeant qu'ils ont pas ce mindset-là. Tu peux pas demander à tout le monde d'être comme toi. Mais c'est pas grave. Pour construire une équipe de foot, il faut avoir des gens très différents. Si t'as que des numéros 10, je suis sûre que tu gagnes même pas. Je revois encore la vidéo du prêtre et de l'actrice porno. Je pense que ça fait partie de vos bestes, non, celle-ci? C'était un métaverse, cette vidéo. C'était moi qui posais les questions. Des gens, mais que tout oppose, se retrouver à échanger ensemble pour essayer de se comprendre, sans se juger, à se retrouver à être d'accord sur des sujets où à la base tu les aurais jamais cru d'accord. Je me rappelle, j'avais les larmes aux yeux à ce moment-là. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle jongle entre sa vie de dirigeante et ses combats personnels. Je vous souhaite une bonne écoute. Sixtine, merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment très contente de t'avoir dans ce podcast. Tu as déjà beaucoup parlé de toi, de ton histoire et de l'histoire du groupe Le Crayon sur différents podcasts et réseaux. Je mettrai d'ailleurs les liens des podcasts sur la description pour ceux qui veulent en savoir plus. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'envers du décor. Tu es CEO d'un empire médiatique qui fait des millions de vues mensuelles. Ta réussite est sans faille, mais quand tu rentres chez toi et que tu poses cette veste de CEO, qui es-tu ? C'est une excellente question. Je suis, on va dire, je pense, une grosse sportive. Je fais beaucoup de sport, qui est un truc qui me fait beaucoup de bien, parce que ça m'aide à ne plus penser au travail. Je fais énormément de boxe, en fait. Je fais 5 fois de la boxe par semaine. J'ai déjà fait 2 combats. J'espère en faire un 3e au mois de juin, peut-être. C'est pas encore sûr, mais c'est en réflexion. Donc, en fait, quand je bosse pas autant, le premier truc, dès que j'ai du temps, c'est je fais du sport. Et le deuxième truc, dès que j'ai du temps, je dors. Après, j'essaie de vivre un peu plus ma vie privée avec mon conjoint, etc. Mais je passe beaucoup de temps à essayer de prendre soin de moi un maximum pour essayer de tenir sur le long terme. Mais donc, on va dire que je suis vraiment un être humain totalement normal quand je bosse pas. Enfin, même quand je bosse d'ailleurs, hein, mais je fais vraiment pas des choses hyper différentes de tout le monde. C'est vrai que tu dégages cette authenticité, ce côté très naturel qui est hyper agréable à voir quand tu parles. Donc ça, c'est chouette. Ça fait vraiment du bien. Parfois, je suis un peu trop direct, un peu trop authentique, je pense même. Mais j'aime bien. Du coup, ça énerve des gens, mais je pense que t'en as d'autres qui préfèrent ça. Donc, en fait, je vais pas commencer à m'inventer un rôle que je ne suis pas. Beaucoup de gens le font. Moi, je trouve que ça se voit très vite. Et moi, j'ai pas l'envie d'avoir une charge mentale de me dire je dois jouer un rôle. Non, j'ai pas le temps de faire ça. Donc bon. C'est vrai qu'on dit souvent en communication qu'il faut que tu mettes ta veste de pro, ta veste de CEO, ta veste de je sais pas quoi pour pouvoir prendre la parole. Toi, c'est non. Pas besoin. C'est ma personnalité qui a fait aussi la grosse partie de la boîte qu'on est aujourd'hui. Je vais pas commencer à m'inventer une autre personnalité pour toucher des gens différents. Non, c'est justement moi je vais m'entourer de gens qui sont différents de moi et qui aiment cette différence, ou de gens qui me ressemblent. Mais je vais pas commencer à m'inventer une personnalité pour toucher des gens que j'aimerais toucher. Ça sera jamais le cas, ça. Bah, c'est chouette, c'est une super force parce que c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est vrai, mais pourtant les gens gagneraient tellement plus à être eux-mêmes, non seulement pour leur charge mentale, mais surtout parce que les autres les apprécieraient beaucoup plus. Tu fais remarquer très vite quand t'es pas toi-même, sincèrement, en fait. Donc, à quoi tu le vois? moi, je le ressens très rapidement. C'est vraiment de l'empathie pure. Je trouve que ça se voit dans le body, enfin dans le langage corporel des gens, dans leur manière d'être, dans leurs réactions, que c'est pas du tout naturel en fait. Et je trouve qu'en fait, ça fait contre. Moi, je connais beaucoup de gens qui essaient de s'inventer des personnalités pour renvoyer une certaine image, mais ils réalisent pas que c'est en étant eux-mêmes qu'ils auraient renvoyé cette image-là, et qu'en fait, c'est parce qu'ils ont pas assez confiance en eux encore pour pouvoir assumer qui ils sont. Et je trouve ça assez dommage en fait. Et donc j'essaie de les pousser à leur faire comprendre qu'ils auraient 10 fois plus à y gagner en étant eux-mêmes, mais ils ont encore du mal à, je pense, l'accepter. Je pense que le temps fera les choses aussi, mais j'ai quelques personnes comme ça dans mon entourage, ouais. T'as eu l'idée du crayon à 17 ans. C'est souvent ce moment-là où on a tous une question, donc plutôt par obligation, de se demander qu'est-ce qu'on va faire de notre vie.
À l'époque, qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie? À l'époque, je voulais rentrer à Sciences Po. C'est pour ça que je l'ai voulu monter le crayon. C'est parce que, et c'est pas Sciences Po parce que c'était Sciences Po, hein, Sciences Po parce que c'était juste une bonne école et qu'il fallait que je fasse plaisir à ma mère de faire une bonne école et surtout que ça la rassure. Et j'y vais beaucoup pour ma mère quand j'étais plus jeune. Mm. J'avais un vrai besoin de la rassurer et de faire les choses plus pour qu'elle soit bien et épanouie en se disant tiens, j'ai pas des galères d'enfants à gérer plus que pour moi-même en fait. Moi, j'avais pas du tout ce que je voulais faire, j'aimais pas les études. Je trichais pour être première de classe, donc j'étais forte en quelques matières, mais il y a des matières stratégiques où je trichais aussi. Enfin, j'ai jamais été quelqu'un qui adorait bosser pendant des heures. J'ai jamais adoré apprendre par cœur des choses. Je détestais le par cœur, donc j'étais juste la définition de Bill Gates. De tu donnes quelque chose de compliqué à un flemmard, il va te trouver la manière la plus rapide et intelligente de le faire. Il fallait que je sois première de classe. Je t'ai trouvé la manière d'être première de classe. C'était vraiment pas plus con que ça. Donc je m'étais dit, bah j'ai une vraie chance d'intégrer une grosse école comme Sciences Po ou autre, et qui aurait fait très plaisir à ma mère. Et du coup, je me suis dit, sauf que ce serait bien d'avoir aussi un projet annexe qui me différencie, parce que à l'époque, j'étais au lycée français de Lausanne, donc en Suisse. Quand tu es dans un lycée français étranger, alors à l'époque, je sais plus comment c'est aujourd'hui, mais tu pouvais intégrer Sciences Po, pas sur concours, mais sur dossier. Et donc, ça faisait une vraie différence sur les chances que tu pouvais avoir, comme à l'inverse aussi, moins de chances en fonction de ton dossier. Et je m'étais dit, pour me différencier encore plus, ce serait bien que j'ai un projet annexe qui soit pertinent sur des sujets de société ou politique, etc. Et c'est là que je me suis dit, bah, je vais lancer un média qui parle aux jeunes, qui réconcilie notre génération avec les médias et avec la politique. J'en ai parlé avec mon frère Valérand, qui lui avait déjà un peu entrepris, mais dans l'événementiel et sur une taille de boîte qui n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, genre vraiment beaucoup plus petit, c'était vraiment rien à voir, et qui m'avait dit ok, bah alors let's go, faisons un média de débat, on reçoit tous les bords politiques, etc., etc. Et en fait, l'idée est vraiment partie de ça à la base, et finalement, bah, j'ai été refusée à Sciences Po, ce qui a été finalement la meilleure décision que j'aurais pu avoir, parce que j'aurais été, je pense, très très malheureuse dans cette école pour plein d'aspects différents, et j'aurais jamais monté le crayon, Mm. donc Ça veut voilà. dire que tu es passé directement de l'école à l'entrepreneuriat ou tu es passé par une case Non, je suis passée par une case études, j'avais pas trop le choix, non seulement pour ma mère, et puis moi aussi, j'avoue qu'à l'époque, je me serais jamais dit, tiens, je me lance dans le vide à entreprendre. Mais jamais. Alors, on n'a jamais été élevé dans une culture comme ça. On n'a pas vraiment eu des parents entrepreneurs. Enfin, j'ai un père qui a un moment entrepris pendant quelques années, mais il nous a jamais vraiment inculqué cette mentalité d'entrepreneur. Notre mère plus, mais via le biais du salariat, donc c'était un peu différent. Et on a eu des parents, nous, qui ont vachement travaillé, qui se sont beaucoup donnés, qui ont très bien réussi, mais dans le salariat. Donc pour moi, c'était une évidence que j'allais être une salariée et gravir les échelons, etc. Et en fait, bah, pas du tout. Donc c'est en parallèle de mes études que la boîte a continué à se développer. Et en fait, c'est quand j'étais en dernière année d'études que là, j'aurais pu vraiment arrêter les études parce que la boîte marchait vraiment bien. Et je me suis dit, bon, il me reste 4 mois de cours, je vais serrer les dents. Donc ça a été très difficile pendant 4 mois. Parce que je devais jongler entre littéralement deux tafs en même temps. Mais aujourd'hui, mes études ne m'ont servi à rien du tout. Si je pouvais revenir en arrière, je les ferais pas et j'investirais cet argent-là sur le Bitcoin ou sur autre chose. Ça aurait été bien plus rentable. C'est une école que j'ai pas du tout aimée pour plein d'aspects. Mais à l'époque, j'avais pas le choix, donc je vais pas refaire le monde. Hein. Mais à l'époque, j'avais pas le choix. Donc, voilà. C'est quoi que t'aimais pas dans l'école? Le corps enseignant était extrêmement malveillant. Alors pas les profs, mais enfin, la direction était extrêmement malveillante. Moi, j'ai vécu du harcèlement psychologique là-bas par une des personnes du corps directionnel. Et ouais, c'était assez hard. Alors que j'étais vraiment l'élève jamais malade, jamais en retard. Juste, j'étais l'élève qui avait un projet différent. Alors c'était une école qui poussait les élèves à avoir un projet différent. Et je pense que une personne du corps enseignante a nourri beaucoup de frustration vis-à-vis de moi par rapport à ce que je faisais et elle, la vie qu'elle avait. Et je pense que ça, ouais, je sais pas si c'est de la jalousie, mais hein, c'est pas impossible. Hein, vraiment de la frustration et donc c'est vengé un peu sur moi en me faisant des menaces vraiment de manière vraiment ouais, vraiment du harcèlement. Je l'ai vécu comme du harcèlement, ouais. Donc donc c'est d'ailleurs pour ça que je ne mets jamais en avant l'école que j'ai faite. C'est d'ailleurs très con, je leur aurais fait une pub de l'espace, mais je le fais pas du tout. Donc voilà, parce qu'ils méritent pas du tout. Ouais, effectivement. Et comment t'as géré ça? C'était très dur, j'avoue, c'était vraiment dur. J'ai ma mère qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Ma mère qui a même dû un jour débarquer à l'école pour voir la directrice en mode c'était pas prévu parce qu'en mode c'est quoi ce bordel quoi. Et après ça s'est vachement calmé quand ma mère a gueulé, mais si j'avais pas eu une mère qui avait un caractère qui est capable de gueuler, je pense que j'aurais vécu ça toute l'année, tu vois. Et donc ça a duré une période où après j'ai vraiment été hyper hypocrite et très faillot. Et mais c'était ouais, ça a été difficile parce que en fait
j'ai toujours jamais compris les écoles, et c'est pas la première. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça, alors qui n'ont pas forcément vécu du harcèlement, mais qui ont eu la même chose dans leur école, les écoles qui disent, qui te poussent à entreprendre, qui te poussent à avoir des projets, qui justement ont compris qu'en plus ça ferait rayonner l'école si tu avais des élèves qui réussissaient. Enfin, c'est vraiment le concept. Et qu'en revanche, quand t'as vraiment un truc concret, te mettent un maximum de bâtons dans les roues. Et j'ai jamais compris si c'est quoi l'intérêt de faire ça, si à la fin tu fais vraiment l'inverse quand quelqu'un vraiment réussit. Et du coup, bah, ce qui a été clairement le cas. Et donc ouais, ça a été pas entourage, mais ça a été difficile. Hein. Franchement, j'en ai bavé. Et tu parlais aussi d'un moment de bascule, enfin le premier moment de bascule que tu avais eu, c'était le divorce de tes parents. T'en as aussi beaucoup parlé sur les réseaux. Mais cette expérience-là de harcèlement plus le divorce de tes parents, en quoi ça a été un tournant pour toi dans ta vision de la performance et de l'entrepreneuriat? Je suis devenue très empathique. J'ai vraiment eu un switch de personnalité que peut-être j'avais plus jeune, mais en plus jeune, j'étais beaucoup plus dure. J'étais assez méchante avec mes frères, tu vois, j'étais très petite, mais j'étais un personnage très dur. Et à l'inverse, avec le divorce de mes parents, ça s'est transformé. Je suis passée d'un extrême à l'autre. Je suis devenue hyper empathique, hyper sensible. Quelqu'un qui peut pleurer pour un rien, qui est touché pour un rien, qui est blessé pour un rien. Et pendant longtemps, je me disais c'est un énorme défaut parce que ça me bouffait beaucoup. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était autant un défaut qu'une qualité. Et jusqu'au jour où j'ai compris que quand j'arriverais à en faire qu'une qualité, ce serait mon arme la plus puissante. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est qu'une qualité parce que du coup, je suis une hyper sensible, hyper empathique, mais qui maîtrise très bien ses émotions. Ça fait que du coup, j'ai pas les aspects négatifs de ça, mais j'ai les aspects positifs dans le sens où, par exemple, pour faire du business, pour être sales, pour faire des négociations, c'est ma meilleure arme parce que je comprends très facilement c'est quoi les arguments qui vont compter très vite pour la personne parce que j'arrive de manière empathique le ressentir. J'arrive très bien à tirer les ficelles de ce que je veux avoir comme information de manière vraiment détournée. Enfin, ça m'a apporté des compétences de négociation juste en comprenant mieux l'autre humain. T'arrives à te connecter. Voilà, c'est en fait, si je me dis comme j'ai vraiment bien compris comment je fonctionnais parce que j'ai passé vraiment du temps à travailler sur moi pour plus que ce soit un défaut. Bah, ça m'a aussi fait passer du temps à essayer de comprendre les autres. Et donc, en ayant compris les autres, du coup, en égo et en sales, et en plein de choses, hein, après, tu as un peu de recrutement ou whatever, comme tu comprends bien l'être humain, ça devient une vraie force dans le business. Et donc ça a été un truc que la séparation m'a complètement donné et qui, avec le recul, était une chose géniale parce qu'aujourd'hui, c'est ma plus grande force au quotidien. C'était quoi le déclic, le moment où ça a basculé en force? C'est une très bonne question. Je pense que c'était il y a 2-3 ans. Je pense que c'est quand j'ai commencé à être beaucoup plus exposée sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ça m'a donné encore plus confiance en moi. Et ça m'a fait du coup ne pas du tout être touchée par des remarques venant de gens qui ne comptent pas pour moi. Donc j'en ai profondément rien à faire parce que comme je sais ce que je vaux, la majorité des remarques de gens que je ne connais pas, j'ai plus pitié pour eux de me dire qu'en fait c'est de la frustration et de la jalousie de leur part qu'autre chose. Et des gens très proches de toi, s'ils sont sincèrement proches de toi, ils vont te le dire pour que ça soit de manière bienveillante. Donc en fait, du coup, tu le prends pas mal non plus. Donc en fait, ça m'a fait me dire, bah en fait, j'ai réussi à calibrer grâce à la confiance que j'ai en moi, que j'ai travaillé pendant longtemps avec le sport, l'entourage, de se prendre plein de portes dans la gueule. Enfin ça, c'est à force de vivre des choses. Hein. Bah ça fait qu'après tu te dis, ok, du coup bah j'arrive à être plus détaché, à être plus rationnel sur plein de choses qui te permettent de prendre des meilleures décisions après de manière plus émotionnelle en fait. Ça a été vraiment, je dirais il y a 2-3 ans. 3 ans. Ouais, donc il y a eu du chemin. Ça m'aura pris au moins 15 ans. Et c'est là où tu vois l'envers du décor et c'est là où tu vois où c'est hyper intéressant parce que on voit beaucoup le côté ok, confiance en toi, ça se fait en un clic et tout, fais telle action, lève-toi le matin, la morning routine et je sais pas quoi, enfin toi tous les trucs, c'est des astuces, mais ça demande quand même énormément de temps de se connaître et en fait tu passes ta vie à te connaître et j'imagine qu'aujourd'hui tu apprends encore beaucoup de choses sur toi et sur ton hypersensibilité. Oui, moins qu'avant. Aussi, peut-être que je ne cherche pas à faire en sorte d'apprendre encore plus de choses. Mais oui, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, après, quand tu vis une sorte de routine qui te plaît, tu te mets moins dans tes retranchements, parce que tu as moins besoin. Donc tu t'améliores moins aussi sur ces aspects-là. Ouais, je vois très bien. J'en vois beaucoup, complètement. Et même à titre perso, c'est un travail de longue haleine. Donc, quand 17 ans, donc tu commences à avoir l'idée donc de mettre en relation et commencer à créer des débats et à créer un média.
C'était quoi ta volonté? C'était quoi la vision que tu avais derrière ce concept-là? C'était vraiment de dire, il y a un endroit où tu peux sincèrement apprendre des choses en profondeur sur un sujet de société. Que tu regardes la vidéo maintenant ou dans 6 mois, c'est toujours intéressant parce que c'est pas désactualisé et que tu peux surtout avoir de la contradiction sur les idées que tu as. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux te mettent constamment en avant du contenu que tu as l'habitude de regarder et que tu aimes regarder. Donc en fait, il ne te met jamais en avant du contenu qui pourra contredire et apporter du challenge à ce que tu penses. Et à une génération où tu ne regardes quasiment plus la presse, tu te désintéresses des médias et de la politique et tu es juste accro aux plateformes et aux réseaux sociaux, c'est très dangereux de te faire un vrai avis sincère en n'étant jamais confronté à autre chose que ce que tu as l'habitude de voir tous les jours. Et en plus de ça, où on est une génération, on creuse moins aussi dans le cœur des sujets, donc c'est pour ça que les gens sont très rapidement radicaux sur des sujets comme sur d'autres, et ils apportent très peu de nuances, parce qu'en fait, ils creusent très peu, et se font des avis comme ça, en mode, oui, oui, d'accord, du coup, je suis ci, du coup, je suis ça, ce qui est pour ça qu'il y a une grosse majorité des jeunes qui sont très à droite ou très à gauche aujourd'hui, sans vraiment comprendre que je pense que s'ils creusaient beaucoup plus les sujets, ils seraient beaucoup moins extrêmes dans leurs idées. C'est aussi lié au fait que bon, on est une génération, je pense sincèrement, beaucoup moins travailleuse que celle de mes parents. Ça, j'en suis convaincue. Et que c'est aussi une génération où qui a l'habitude de toujours tout avoir très vite, qui est jamais challengée, qui reste beaucoup dans sa zone de confort. Et je pense que c'est du coup très dangereux pour moi, pour l'avenir de la démocratie, pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir des futures élites de la génération, qui vont peut-être améliorer la France et y apporter beaucoup de valeur, de pas pouvoir avoir un endroit où tu te dis au moins j'accepte de pouvoir avoir mes idées contrebalancées, quitte à peut-être pas changer d'avis, mais au moins je saurais c'est quoi l'autre partie du truc. Et voilà, c'était un peu ça l'idée. En quoi ton histoire a nourri cette idée-là? Dans quel sens? Dans le sens où j'imagine que quand tu as une idée et un concept d'entreprise, ça vient de ton expérience, ça vient de ce que tu vis. Oui, oui. Ah oui, ça vient beaucoup des nombreux repas familiaux où on n'a pas cessé de débattre pendant des heures et des heures et des heures. Et en fait, où on n'était pas souvent d'accord sur tous les sujets. Pourtant, on est quasiment tous du même bord politique dans la famille. On est même ouais, tous du même bord politique dans la famille. Mais on n'était jamais vraiment d'accord sur toujours plein de sujets. Donc, j'ai été biberonnée à ça depuis vraiment très petite. Et en plus de ça, que je suis une grande gueule qui aime bien débattre. Et donc, je me retrouvais à débattre avec mes profs en cours. Et puis en Suisse, tu vois, les profs, ils sont pas. Enfin, c'est un autre mode, c'est-à-dire qu'en Suisse, les profs, ils sont hyper bien payés. Ils sont profs parce qu'ils aiment sincèrement ça plus que pour gagner leur vie. Donc en fait, tu as une approche déjà de leur bord politique qui est différente de celui de la majorité des profs en France, de une ouverture d'esprit qui est bien diverse, et ils sont pas haineux ou jaloux des gens qui vont faire des grandes études ou qui ont des parents qui ont des moyens ou qui ont ce que tu veux. Et donc en fait, ils te prennent comme tu es en n'ayant aucun jugement derrière, que ce soit religion, sociale, qu'importe. Parce qu'ils s'en fichent, ils sont bien avec eux-mêmes en fait. Et du coup, c'était très agréable parce qu'ils arrivaient à débattre de plein de sujets de manière vraiment bienveillante, même plus aussi parce qu'ils avaient envie de te voir débattre que pour apporter un jugement ou avoir raison sur tout. Et donc ça a créé aussi une vraie dynamique de débat. J'ai un professeur d'économie à qui je dois beaucoup ça. Et à qui je me rappelle, lui m'appelait Madame la Présidente quand j'étais plus jeune. Je voulais devenir président de la République plus jeune, je lui avais dit. Et chaque fois dans les couloirs, on se serrait la main, il disait bonjour Madame la Présidente, et moi j'étais bonjour Monsieur Mathieu, il s'appelait. Et c'était le running gag entre nous. Donc moi en plus j'étais déléguée, j'étais responsable des élèves, j'avais été toutes les élections, j'étais gagnée à chaque fois partout. Bon, c'était pas des vraies élections, mais on comprend l'idée. Moi je lui avais dit que si un jour je deviens président de la République et que je passais à la télé, parce que pour moi passer à la télé c'est relié à faire de la politique, je parlerais de lui et je le remercierais et il me verrait à la télévision plus tard. Et la première fois que je suis passée à la télé, j'ai pensé à lui parce que c'était pas pour de la politique. J'ai pensé à lui parce que je pense pas que j'aurais eu cette idée-là s'il n'avait pas été là. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi au lycée, qui était un professeur génial, qui m'a fait aimer l'école. Pas lui, il y en a eu d'autres, hein, mais et du coup, c'est quelqu'un que j'ai très envie un jour de revoir. Et j'avais fait un post LinkedIn à un moment disant que moi, beaucoup de gens critiquaient l'éducation en France, mais que moi, les professeurs ont changé ma vie. Tu vois. En fait, parfois, les profs se rendent pas compte à quel point ils peuvent changer la vie de quelqu'un dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme. Moi, j'ai connu les deux. Hein. J'ai connu des profs méga toxiques comme des profs géniaux. Et ils se rendent pas compte qu'à cet âge-là, ça change littéralement tout.
pour un enfant ou un étudiant ou un adolescent qui se cherche en fait et qui se crée à ce moment-là. Et les profs sont vitaux parce que en fait tu passes énormément de temps avec eux. Ils s'en rendent pas compte. Mais c'est vrai, c'est super intéressant. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vrai que c'est cette notion de, je sais pas si on peut appeler ça un mentor, mais de miroir que tu peux avoir qui t'élève et qui en fait te rend compte que tu peux grandir et que tu peux faire plus. À cette époque-là, on est paumé. Enfin, moi, je me souviens de moi, mon Dieu, que j'étais paumée et que je savais pas quoi faire de ma vie et que je voulais faire plaisir aux parents pareil et que c'était hyper important. C'est clair que c'est... Je suis tellement d'accord avec toi. Surtout qu'à cette époque-là, tu as beaucoup d'élèves qui aiment, enfin moi je faisais partie de ces élèves-là, hein, mais qui aimaient les matières en fonction des profs, mais drastiquement. Et du coup, ça fait aussi du coup que tu t'y investis plus, que tu apprends plus de choses et que tu peux réellement te dire, ok, j'aime sincèrement cette matière au-delà du prof. Et donc, un prof qui est malveillant et qui ne met pas un minimum d'émotionnel et d'envie, tu vas pas motiver tes élèves non plus, en fait. Et inversement, un prof qui a la niaque, qui est avec toi, qui te soutient, déjà ne serait-ce que pour rendre le prof fier avant même de le faire pour toi-même, tu vas te donner à fond, qui te met après à ce que tu découvres que finalement tu finis par bien aimer ça. Donc même pour aider les jeunes à mieux savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, d'avoir des profs sincèrement investis, ça aide aussi beaucoup parce qu'au début ils ont juste besoin d'une motivation, qu'importe la motivation, mais souvent elle est émotionnelle. Et en fait s'ils l'ont après ils peuvent trouver beaucoup plus facilement leur voie, tu vois. Et ça je trouvais ça dommage qu'il y ait beaucoup de profs qui l'ont pas encore compris. C'est du leadership finalement. C'est du leadership, c'est de l'inspiration et de l'inspirationnel et du leadership, complètement. Il y a tellement de sujets sur l'école et il y a tellement de trucs à dire sur l'école. Il faudrait faire venir des Suisses peut-être, que tu nous ramènes des profs suisses en France que tu connais qui t'ont marqué pour voir ce que ça donne. Mais ils ont raison de pas bouger de là où ils sont, hein, en soi, hein, parce que c'est des pépites pour les futurs élèves. Faut juste que... Après, je sais qu'il y a beaucoup de... Moi, je trouve, enfin, bon, c'est un autre sujet, on peut y parler pendant des heures, mais les profs, enfin, des métiers comme les profs, les médecins, etc., enfin, je trouve que c'est des métiers qui sont pas du tout assez bien rémunérés par rapport à la valeur ajoutée que ça apporte à la société. Et j'ai bien vu la différence en Suisse. Ils sont nettement mieux payés. Et donc, leur manière et leur approche est bien différente, en fait. Bah oui, oui, complètement. Ouais. Je trouve ça hyper dommage pour des métiers qui sont vraiment essentiels à l'âge que tu as à ce moment-là, tu vois. Avant de continuer, j'ai un cadeau pour vous. Je le répète constamment, la performance, elle commence d'abord par vous. Alors j'ai créé un autodiagnostic qui met en lumière vos angles morts et qui va vous permettre de prendre du recul. C'est pas juste une énième vidéo à regarder, l'idée c'est vraiment de vous aider à devenir le leader que vous souhaitez être, d'abord pour vous, puis pour vos équipes. C'est offert, vous avez juste à cliquer sur le lien en description, j'espère que ça vous plaira. Pour revenir sur cette fameuse sortie de zone de confort, toi t'es sortie de ta zone de confort très tôt. Comment t'as géré le décalage avec tout ton environnement? Ça a été très dur. Ça a été très dur parce que justement, je suis sortie de ma zone de confort très vite, comme tu dis, et j'ai été décalée des élèves très vite. C'est-à-dire que dès l'âge de 10-11 ans, il y avait déjà une dissociation entre mes camarades de classe et moi. C'est-à-dire que j'avais du mal à être amie avec des gens de mon âge parce qu'en fait, on se comprenait pas. Et donc moi, je voulais m'inventer un rôle justement pour montrer que je suis normale et que je pouvais être amie avec tout le monde. Et donc, je me donnais un rôle qui n'était pas moi-même. En fait, je pense que les gens finissaient par le ressentir. Du coup, les gens n'aimaient pas ça. Et du coup, j'avais pas d'amis. Parce qu'en fait, j'étais trop en avance. Je parlais de politique, sans vraiment m'y connaître de dingue. Mais j'avais déjà envie d'en parler. Je parlais pas du tout de garçons comme tout le monde. Je parlais pas de soirées comme tout le monde. Je parlais pas des derniers sacs de mode ou des baskets. Et c'est justement quand je suis arrivée en Suisse, que je suis passée de la France à la Suisse au lycée, que j'ai pu, ça, à un moment, j'ai pris de plus en plus confiance en moi, et donc j'ai pu assumer d'être moi-même. Et il y a eu un changement tellement violent. La seule différence, ça a été la confiance en soi. C'est quand même fou quand tu y réfléchis. La confiance en soi, qui est la confiance en moi, qui a fait que du coup j'ai pu assumer être moi-même et qui a plu en fait totalement naturellement aux gens. Et après, c'était un cercle vertueux en fait. Pareil, t'as eu un déclic particulier ou ça s'est fait naturellement? J'ai eu une personne qui m'a aidée. Une fille avec laquelle qui était ma pire ennemie en troisième et qui est devenue ma meilleure amie en seconde, qui a été de l'amitié la plus forte que j'ai eue de toute ma vie, qui a été une fille au début, c'était complètement calculé d'être amie avec elle. Je me suis dit si elle m'apprécie bien, elle pourra dire du bien de moi aux autres. Mais parce que ça avait été à cause d'elle que les autres m'avaient rejetée aussi parce que elle m'avait critiqué dans le monde, enfin des trucs de gosse, tu vois. Et donc au début vraiment par pure stratégie, je me dis faut que je sois amie avec elle. Et en fait elle a fini par sincèrement m'adorer et moi j'ai fini après par sincèrement l'adorer aussi. Et c'est devenu ma meilleure amie. Et du coup, je me suis dit, j'ai déjà une fille que j'aime tellement, qui me connaît
vraiment très bien et qui m'adore. Et donc, je me suis dit, bah, je peux être moi-même en me disant, c'est pas grave si les autres m'aiment pas, j'ai déjà quelqu'un. Et en fait, ça a créé tout un cercle vertueux qui a fait qu'après, je rencontré plein d'autres personnes avec lesquelles je suis devenue très proche et ainsi de suite et ainsi de suite. Quel lien tu fais entre authenticité et confiance en soi, justement, ici? Ah, moi, ça va vachement ensemble. Parce que tu oses beaucoup plus facilement affirmer qui tu es quand tu ne doutes pas de toi-même. Mm. L'un va pas sans l'autre. J'ai rarement vu quelqu'un de méga authentique qui avait vraiment pas confiance en lui. J'ai discuté avec quelqu'un il y a pas très longtemps qui me disait que c'était beaucoup plus facile de créer une entreprise à 17 qu'à 40 parce qu'on était beaucoup plus insouciant et qu'on avait plus confiance en soi. Je sais pas si on a plus confiance en soi. Moi, je pense que ça dépend vraiment des gens, parce que je pense que j'aurais encore plus confiance en moi à 40 ans qu'aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincue. C'est très vrai dans le côté un peu insouciance, de que tu réalises pas trop le risque, et aussi que t'as rien à perdre. J'ai rien à perdre. Mettons, ma boîte s'écroule du jour au lendemain, ce que je pense pas, mais alors aujourd'hui, j'ai aucun stress pour mon avenir professionnel. Non seulement parce que tu apprends beaucoup de choses, limite plus que pendant les études. De deux, parce qu'en fait, tu es encore extrêmement jeune et t'as pas de famille sur le dos à payer, des frais ni rien. Et de trois, parce que quand tu es encore très jeune et très dynamique, tu as quand même pour moi encore plus d'énergie que tu peux mettre à 40 ans avec des enfants à gérer et toute une vie en fait autour. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre jeune que d'entreprendre plus âgé. Le risque est moins gros, je trouve, en fait, justement. Est-ce que tu pourrais me raconter ce moment où tu t'es rendu compte que le groupe et le crayon, ça allait devenir énorme? C'est le jour où on a commencé à embaucher nos premiers employés, des vrais employés. Alors, au tout début, on avait des gens qui bénévolement travaillaient dessus, ou des petits stagiaires de 2 mois, tu vois, mais que du coup tu payes pas. Et c'est le jour où on a pu embaucher nos 2 premières employées qui s'appellent Manon et Mathilde, qui sont toujours avec nous, qui sont d'ailleurs, on a 4 bras droits aujourd'hui, parce qu'on a 4 pôles, et c'est les 2 directrices de 2 pôles. C'était les premières à nous suivre au tout début. Et en gros, c'est là où je me suis dit, putain, on peut commencer à payer des gens, on peut commencer à embaucher des gens. On commençait à avoir pas mal d'abonnés sur la chaîne. Et là, je me suis dit, ok, là, je pourrais arrêter l'école et envoyer se faire foutre la connasse qui avait été malveillante avec moi. J'ai plus rien à perdre. Je m'en fiche. Et c'est ce moment où t'es hors sol, où tu te dis, je pourrais ne même pas valider mon année, pas valider mon diplôme. En fait, ça va rien changer. Et d'être hyper à l'aise avec ça. Et ça, c'était, en fait, ouais, ça a été un moment plutôt de libération de charge mentale, plus qu'un moment concret dans le travail, en fait. Enfin, ça a été un moment concret qui a généré un déstress de charge mentale, mais t'as compris. Ouais, ça a été vraiment psychologique avant tout. C'est hyper intéressant que tu l'aies vu comme une libération parce que pour beaucoup de managers que j'accompagne ou de dirigeants, le premier salarié ou les premiers salariés, ça devient une prison. Non, pas au début, je trouve, justement. Pour moi, quand t'as entre 0 et 15 employés, c'est de la liberté. C'est quand on a entre 15 et 30 que ça devient plus compliqué. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 35, donc je suis vers la fin de ce truc-là, mais c'est un peu ça. C'est quoi les paliers? Généralement, c'est entre 0 et 15, et après, entre 15 et 30, c'est dur. Et après, quand tu dépasses généralement 30, 40, tu deviens une taille humaine où, en fait, c'est plus toi qui gères tout le monde depuis longtemps. Et donc, tu ressens moins les petits problèmes du quotidien de chaque personne. La différence, c'est ça, c'est la gestion des problèmes au quotidien. Plus t'es petit, plus t'es proche. Plus t'es gros, bah, plus ça prend du recul. Et surtout, moins les gens osent aussi parce que vis-à-vis des autres, ils sont plus matures, ils se responsabilisent. Donc, en fait, ouais, je dirais qu'entre 15 et 35, 30, t'es quand même sur une taille critique où t'es un nombre suffisamment grand pour qu'il y ait quand même toutes les semaines un problème RH, mais pas encore suffisamment grand pour que ça puisse se gérer tout seul dans son coin sans que ça crée trop de problèmes. T'as dû avoir un sacré changement de posture entre le début où t'étais en train d'être dans l'opérationnel et maintenant où tu dois manager. Comment est-ce que t'as géré cette transition? Alors, effectivement, alors c'est marrant, je déjeunais avec un ami qui parle de la courbe de progression, qui est entrepreneur aussi, qui a créé un startup studio qui marche très bien. Et lui, il analyse beaucoup la courbe de progression des entrepreneurs qu'il prend dans son portfolio pour les boîtes, dans lesquelles ils prennent 10%, enfin, tu sais, c'est des 10-15%, bref, c'est des startup studios, mais voilà. Il juge beaucoup dans les critères des entrepreneurs la courbe de progression.
Et c'est quelqu'un qui m'a dit, que là, quand j'ai déjeuné avec lui, il m'a dit, c'est fou la courbe de progression que tu as eue, même en termes de mindset, par rapport, parce que ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et je le réalise, mais tu le réalises pas toujours, tu vois. Et c'est marrant parce que, la courbe de progression, elle a été tellement grosse qu'en fait, ça te fait naturellement prendre plus de leadership et ça te débloque naturellement au fur et à mesure des mois, des automatismes où en fait, tu te dis pas du jour au lendemain, tiens, il faut que je prenne telle posture-là. Tu l'apprends vraiment naturellement. Et au contraire, moi, je suis beaucoup plus à l'aise d'être moi-même aujourd'hui et de pas avoir un besoin de montrer de ce que tu veux parce qu'en fait, j'ai plus besoin. Mais aussi parce que psychologiquement, j'ai suffisamment confiance en moi pour me dire j'ai pas besoin de le faire. Là où une époque, j'avais un besoin de montrer à mes employés que j'avais la bonne place d'être là, que c'était bien, j'avais monté la boîte, mais que je savais faire des choses. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Et alors, après, moi, je manage pas des gens. C'est pas ma zone de génie. Je serais pas mauvaise manageuse parce que je suis quelqu'un d'être très humaine et donc j'arriverai à m'adapter vraiment au profil. Juste, je suis quelqu'un d'extrêmement impatiente. Donc je ne veux pas prendre le risque de épuiser ma charge mentale à faire monter des gens en compétences. Moi, je suis beaucoup plus dans le leadership que dans le management. Donc je préfère montrer l'exemple que de passer du temps à essayer de le faire appliquer à des gens. Voilà. Moi, c'est pas mon truc, le management. Il y a des gens bien meilleurs que moi pour le faire. Et moi, je suis beaucoup plus dans une logique que chacun doit être à sa place, dans sa zone d'excellence, que de chercher à être partout pour être partout. Alors moi, pas du tout. Et c'est là où c'est hyper important de se connaître et de connaître ses angles morts et de savoir comment on fonctionne. Moi, ça, tu mets du temps à trouver. Au début, on touchait à tout. Hein. On est vraiment passé par toutes les cases du job de la boîte pour trouver ce dans quoi on était les meilleurs et ce qui nous prenait le plus, enfin, qui nous procurait le plus de plaisir aussi. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et puis surtout, nous, on a une logique où on essaye un maximum de se virer de notre propre boîte, de ne pas être indispensable à la boîte. Alors aujourd'hui, on l'est encore beaucoup, et certains plus que d'autres parce qu'il y a des temporalités de boîte plus que d'autres. Mais le but, c'est que nous, les fondateurs, on soit le plus maximum virable de notre boîte. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est génial. Ça veut dire que demain tu pars en vacances ou autre, ça tourne. Ah, je pars en vacances, ça change rien du tout. Je peux me partir un mois. Bon, il y a peut-être une petite baisse de commercial, mais c'est moi qui m'occupe en grande partie du commercial, donc peut-être une petite baisse de business, mais ça va pas du tout être dans la boîte. Ah non, non, ça fait longtemps que c'est plus du tout le cas. Alors, je partirais complètement de la boîte. Ça risque d'être un gros problème aujourd'hui, mais partir en vacances, non, c'est pas un sujet. Ce serait un gros problème parce que t'es l'image de la boîte. Alors, je suis un peu en partie l'image de la boîte, mais aussi surtout parce que j'ai un rôle, moi, de sales. Si je pars, il y a quand même une grosse partie du chiffre d'affaires qui se fait pas. Parce que je passe mon temps à faire ça et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, savoir si on pourra aider telle ou telle boîte, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup. Et puis oui, le côté image. Après, le côté image, je peux toujours faire venir, me faire monter quelqu'un d'autre qui prendrait l'image de la boîte, ce serait pas tellement dérangeant. C'est un truc qui peut se remplacer. Et comme le sales d'ailleurs. C'est pour ça que je pense qu'au long terme, ça se remplacera sans problème. Et comment t'as juste ce fameux curseur? C'est une question qui me brûlait les lèvres. Je me suis dit, est-ce que je la pose ou pas? Mais c'est comment t'as juste ce fameux curseur entre l'authenticité et la stratégie quand t'es dans un média? Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des réseaux, vis-à-vis des clients, vis-à-vis de tout le monde. C'est une très bonne question. Je pense que tu peux être profondément authentique tout en faisant de la stratégie dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu peux rester toi-même avec le ton et le message de fond. C'est peut-être juste la forme qui va être différente. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je suis sincèrement moi-même dans tout ce que je dis. Je vais pas mentir sur un sujet. Je vais pas m'inventer une vie, m'inventer une mission, un challenge ou autre. Donc le message de fond va être le même et le but aussi, c'est peut-être la forme où je mettrai un peu plus de forme parfois sur certains sujets où je serais peut-être un peu moins radicale ou extrême parce que j'ai une personnalité très très parfois un peu too much, mais c'est ma manière d'être. Qui du coup fait que si tu me connais pas, tu peux prendre ça au premier degré et pas comprendre que c'est du second degré et donc donc voilà. Mais ça c'est plus je dirais que c'est de la forme. La seule différence c'est la forme entre la stratégie et l'authenticité pour moi. Et comment tu fais pour garder les pieds sur terre? C'est une excellente question. Est-ce que j'ai gardé les pieds sur terre déjà? Je pense, mais peut-être si j'ai gardé les pieds sur terre quand même. Si. Je dirais c'est le fait qu'on soit 4 associés. Donc en fait, ça te renvoie quand même en miroir le fait qu'il y a quand même toujours un qui est en mode bon, on peut faire mieux, on devrait faire mieux, etc. Que on se challenge beaucoup. Et je dirais c'est le sport en fait. Alors ça peut être un exemple bête, mais pas que la boxe, même le sport de manière générale, pour te faire réaliser que
Ouais, à un moment, t'es peut-être très haut, mais tu peux être aussi très très bas le mois d'après. Je regarde les pieds sur terre parce que si tu veux rester très haut, bah, il faut rester, tu vois, focus. Et après, le fait aussi que, bah, je pense juste que ma vie ne change pas d'une année à l'autre en fait, c'est, tant que toi, tu restes toi-même avec ce que t'aimes faire et les gens que tu aimes voir, tu changes pas radicalement parce qu'en fait, tu vas pas changer du jour au lendemain ce que t'aimes faire ou les gens que t'aimes voir. Donc en fait, ça te fait pas non plus, même si j'ai n'importe quoi. Demain, tu me donnes, je suis milliardaire. Ma vie risquerait pas d'être tellement différente. Alors peut-être que je vivrais dans un truc encore plus luxueux, que je voyagerais dans des manières encore plus luxueuses, etc. Et que je prendrais des produits alimentaires encore plus luxueux. Peut-être que je ferais, mais en fait, je ferais juste ce que je fais de manière un peu plus luxueuse, mais je changerais pas ce que je fais. C'est pas ça qui rend heureux, en fait. Et je trouve que les gens qui changent, c'est les gens qui, en fait, ont quelque chose à se prouver. J'ai vu tellement de gens prendre la grosse tête que ça m'a tellement énervée que j'étais en mode, je me suis promis de jamais devenir comme ça. Donc t'as peut-être des gens qui te diront, elle a pris la grosse tête, comme t'as des gens qui te diront, elle est restée méga humble. T'auras toujours, ça dépend aussi du curseur des gens que tu rencontreras dans ton entourage. Et là, je parle de moi, mais ça peut être pour plein de gens, hein, de manière générale. Bref, voilà. Je réfléchis à vote, hein, donc bref. Ouais, non, mais c'est intéressant et c'est pour ça que les questions, enfin, que j'essaye de poser des questions assez C'est large. poussées ouais, c'est large pour justement te laisser méditer un peu et laisser venir les informations. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et tu vois, cette notion du sport, je suis curieuse de savoir comment tu l'appliques aujourd'hui dans ton business. Je l'applique d'une manière très simple, c'est-à-dire que ça m'a apporté une discipline à la difficulté qui est énorme, dans le sens où si j'ai une tâche hyper dure à faire, qui va me prendre beaucoup de charge mentale, je vais la prendre à bras le corps et je vais la défoncer direct la tâche. Tu vois, je vais pas me laisser submerger par le truc difficile. Et le sport t'apprend beaucoup ça parce que tu te retrouves bloqué dans un entraînement où tu sais que ça va être hard, bah t'as pas d'autre choix que de le faire. Donc ça t'apporte une dynamique où tu es constamment obligé de te donner à fond. Et c'est là où en fait que tu réalises que tout n'est que mental en fait. Même le sport c'est mental. Oui, il y a une partie c'est un peu physique, mais en fait tout est psychologique. Tout est c'est que du mental. Et c'est un de mes coachs qui m'avait dit ça, un de mes coachs de boxe qui m'avait dit non, tout là je lui avais dit mais là j'arrive plus, je peux pas vraiment, j'étais au bout. Il m'a dit non, il m'avait dit c'est que du mental. Et à force de m'avoir répété cette phrase-là, je me retrouvais à faire des choses que je me serais jamais cru capable de faire en sport. Mais en fait, pour le taf, c'est pareil. C'est juste la charge mentale que tu te mets sur les choses difficiles. Et plus t'acceptes que, en fait, tu peux largement réussir à le faire. Et donc, plus tu le fais vite, plus ça va être résolu. Plus tu te réalises qu'en fait, ça t'apporte beaucoup dans n'importe quel problème que tu as dans la vie aussi. Est-ce que tu as une carotte particulière? Non, pas spécialement. Non, donc du coup, c'est vraiment du mindset de réussir, en fait, de boucler la tâche ou d'atteindre tes objectifs. Ouais, après c'est aussi très perso en termes de caractère, c'est que moi je suis assez obsessionnelle, donc je suis quelqu'un, si je me laisse trop submerger par des trucs que j'ai pas fait, que je dois faire, ça me prend une charge mentale plus grosse que le fait de le faire. Donc ce qui m'aide beaucoup aussi du coup à être très performante et à avancer très très vite, mais t'as des gens qui vont fonctionner très différemment. Et j'étais pas comme ça au début, hein. J'étais très différente, donc c'est marrant, ça m'a vachement changé. Quand les gens disent le sport est énormément pour le mindset, c'est vraiment pas du bullshit. Mais après il faut faire des sports qui sont difficiles, où vraiment t'en baves pendant la séance, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et ça t'apporte vraiment beaucoup de choses. Je suis convaincue que tu as des trucs comme ça dans ton quotidien qui t'aident beaucoup en fait psychologiquement sur les étapes difficiles que tu dois vivre. J'en suis convaincue. Et comment tu gères quand tu as des personnes en face de toi qui n'ont pas du tout le même mindset que toi? C'est très dur parce que t'as beau les secouer et tout leur apprendre et leur expliquer de pourquoi il faudrait être comme ça, parfois t'as des gens tu peux pas les changer. Donc t'essayes pas de les changer et t'essayes de faire en sorte que leur mindset et leur mentalité et leur force servent à quelque chose dans ce que tu fais avec eux en fait. Moi j'ai des gens dans ma boîte qui ont pas du tout ce mindset là. Des gens qui ont des grosses responsabilités, qui sont pas du tout comme ça. Et bah tu les mets dans des zones où c'est pas dérangeant qu'ils ont pas ce mindset là. Donc ça reste quand même parfois dérangeant, mais ça reste pas si grave que ça si tu les mets dans leur zone en fait. Faut juste pas leur demander de sortir de leur zone, c'est tout. Donc c'est frustrant, mais tu peux pas demander à tout le monde d'être comme toi. Et tu crois qu'ils arriveront pas à sortir de leur zone, même s'ils le font différemment que toi? Ils peuvent, mais ce sera jamais comme toi t'aurais aimé que ça le soit. Ce sera jamais aussi efficace. Ce sera jamais aussi rapide. Ce sera parfois peut-être mieux, mais jamais aussi efficace. Mais c'est pas grave. Pour construire une équipe de foot, il faut avoir des gens très différents. Si t'as que des numéros 10, je suis sûre que tu gagnes même pas. Il te faut autant un numéro 3 qu'un numéro 7 qu'un numéro 10.
Je prends beaucoup ce parallèle avec le foot, hein. On est très team foot dans la boîte en termes de parallèle de mood, mais c'est très vrai. C'est quoi que t'aimes dans le foot? La cohésion d'équipe, le fait que quand tu gagnes ensemble, tu perds ensemble, que t'as beau avoir un joueur excellent, si le reste est pas bon et qui sait pas bosser avec les autres, bah tu vas perdre. Ah ouais, c'est marrant, j'aurais pas du tout mis le foot à ce niveau-là. Pour moi, cette notion d'équipe et cette notion de ce que tu dis, c'est plus flagrant dans la Formule 1, par exemple. Ah ouais, je m'y connais pas assez en Formule 1. C'est peut-être pour ça aussi. Mais ouais, le foot, c'est intéressant, c'est hyper chouette d'avoir des parallèles comme ça qui parlent à tout le monde et tu crées une culture en fait autour de ça et autour de tout ce que tu as au sein du crayon. La culture est installée chez vous ou elle est en construction? Elle est installée. Elle est assez forte d'ailleurs. Rien que par le biais des personnalités des fondateurs, elle est assez forte. Alors surtout celle de mon frère et moi, on est quand même assez bruyants et on a une assez grosse personnalité. Donc t'en mets deux comme ça dans la boîte, t'inquiète pas que ça fait du mouvement. Mais non, il y a une vraie culture de boîte. Alors t'en as qui correspondent mieux que d'autres. Et en fait, tu le sens tout de suite, ceux qui sont dedans et ceux qui sont pas dedans. Et parfois, t'as des gens, ils sont hyper performants, mais ils sont pas dans la culture de la boîte. Donc tu les gardes quand même. Mais c'est intéressant, parce que tu sais qu'au long terme, il y aura un bout d'un moment un mismatch. Et c'est assez marrant. Après, il faut tout, hein. Et entre associés, comment tu gères cette différence de personnalité? On s'est mis chacun sur notre zone. Donc aujourd'hui, on le gère plutôt bien. Chacun est dans son truc et voilà. Donc peut-être des périodes où on est moins bon certains que d'autres. Après, on essaye quand même on est hyper proches, on se soutient beaucoup. Notre plus grosse force, c'est nous quatre. Et ça, on le sait et on en a bien conscience. Mais vraiment, capitaliser sur nos forces et pas chercher à essayer d'être bon ailleurs. Sois le Mm. meilleur dans ton domaine et cherche pas à être bon partout. C'est quoi l'avenir que tu prédis pour votre groupe? C'est une bonne question. Quoi que je réponde, ça se trouve, ce sera vraiment pas ça, parce que dans l'entrepreneuriat, tout change très vite, mais j'espère l'un des plus gros groupes médias de notre génération, que, en tout cas, on aura bien marqué les esprits, et ça, j'ai pas trop de doutes. Que ce sera notre première boîte, mais ce sera pas la dernière. Ce projet a plus d'impact que ce on l'aurait pensé et voulu à la base. Au début, c'était vraiment une utopie qu'on pensait jamais réalisable, et ça s'est révélé être plus réalisable au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, qui est réalisable, donc c'est juste jusqu'à quel point on va la réaliser. Mais c'est devenu un vrai kiff parce qu'on a un vrai enjeu où on peut sincèrement faire changer d'avis des gens sur des vrais sujets de société qui concernent tout le monde et réunir des gens qui se seraient jamais rencontrés en temps normal pour créer beaucoup plus de cohésion et de dialogue. Et rien que ça, c'est déjà une petite pierre à l'édifice compte beaucoup pour nous. Ouais, c'est super important. Je revois encore la vidéo du prêtre et de l'actrice porno. Je pense que ça fait partie de vos bestes, non, celle-ci? Ouais, vraiment. C'était un métaverse, cette vidéo. Je veux bien le croire, ouais. Je veux bien le croire. C'est quoi les débats qui t'ont le plus marqué? Celui-ci, il m'a vraiment marqué. En plus, c'est moi qui l'avais fait derrière la caméra, mais c'est moi qui posais les questions. Je me rappelle, j'avais des larmes aux yeux à ce moment-là. Tellement la discussion était tout ce pourquoi on avait voulu créer le crayon. Des gens, mais que tout oppose, se retrouver à échanger ensemble pour essayer de se comprendre, sans se juger, à se retrouver à être d'accord sur des sujets où à la base tu les aurais jamais cru d'accord. Et je regardais la scène avec des yeux en mode, putain, on a fait tout ça pour ça. Ça, c'était incroyable. Après, j'avais regardé mon associé Antonin qui était là, en mode gros, c'est énorme. Je m'en rappelle très bien. Donc, celui-là, il m'avait vraiment marqué. Le premier débat qu'on a fait, parce que c'était catastrophique en qualité de prod. Alors, catastrophique. Tu peux vraiment pas faire pire. Mais ça peut vraiment pas faire pire que ce qui existe aujourd'hui. Et le débat avait pourtant explosé parce que les gens avaient, je pense, rarement vu deux opposés sur un sujet de notre génération se rencontrer. Et donc celui-là, forcément, il nous a marqué parce que c'est le premier débat qui nous a fait vraiment décoller, donc tu l'oublies pas, etc. Et après, on a fait des débats assez sympas sur la charge raciale, tu vois. Enfin, en fait, des sujets que personne ne traite jamais, qui sont pourtant hyper importants. Donc ouais, t'as eu ça quand même. Tu les célèbres, ces succès? Ah oui, entre nous, on les célèbre. On a un peu cette culture du loup de Wall Street, j'en rajoute, mais dans le sens où dès qu'on a la moindre victoire, on est hyper content, on se secoue, on est en mode allez, on fait du bruit. Enfin, on a vraiment ce truc de fêter toutes les petites victoires pour motiver aussi, en fait, de mettre ce mood-là de motivation chez les autres, plus que pour nous. Après, moi, je fonctionne beaucoup à la dopamine courte.
Donc n'importe quelle petite victoire ou bonne nouvelle me booste hyper rapidement. Et mon frère est comme ça aussi, donc en fait on s'excite très vite pour des petits trucs. Donc ça aide en termes d'énergie. Ouais, mais c'est super important. Et là, en ce moment, tu communiques beaucoup sur tes difficultés, tes doutes, justement l'envers du décor, ce qui se passe dans le management, etc., etc. Pourquoi ça est important pour toi? De communiquer dessus Ouais. pour motiver aussi les autres de réaliser que c'est pas toujours facile chez tout le monde, de pas croire que c'est que chez toi c'est la merde et que chez les autres c'est pas le cas, de montrer que tu peux vivre des superbes victoires et avoir une boîte qui marche très bien et être un minimum connu dans ton écosystème et d'avoir vraiment une vie où j'ai pas eu tout à me plaindre, et quand même avoir des périodes qui sont difficiles, des périodes où t'es fatigué, des périodes où pas du tout des périodes où t'as envie d'arrêter, mais juste des périodes où t'es vraiment fatigué, où parfois t'as fait des erreurs, où parfois t'as eu des choses injustes qui te sont arrivées, enfin, en mode, ça arrive chez tout le monde, même chez ceux dans le regard des autres qui ont, entre guillemets, réussi par rapport à ce qu'ils font. Et c'était une manière de rappeler que on parle très souvent, nous, de nos victoires, de nos conquêtes, on est très positif et optimiste dans notre approche de communication. Mais c'est bien aussi de rappeler que parfois, tu as des moments plus difficiles et que c'est normal et que c'est OK et que c'est même sain et que c'est même important aussi pour progresser. Sinon, si t'as que des victoires, tu progresses jamais. Et c'était une manière de motiver aussi ceux qui commencent à entreprendre où au début c'est hyper difficile, où tu as beaucoup plus de défaites que de victoires, que bah c'est pas grave et qu'il faut juste pas lâcher quoi. C'est tout. Eh ben, on en veut plus. On en veut plus. C'est quoi, toi, la grosse difficulté qui t'a fait grandir? C'est une bonne question. Ah c'est marrant, je réfléchis, j'ai rien qui me vient en tête. Si j'ai eu, la grosse difficulté qui m'a fait grandir, je dirais des erreurs de recrutement. C'est le truc qui te fait le plus vite grandir. Parce que tu te rends compte très vite que c'est très relou à gérer et très souvent, évidemment, comme t'es l'employeur, tu passes pour le méchant de la bande. Ça, c'est un truc qui est très propre à la France, hein, mais qui est très chiant parce que c'est très souvent injuste. Donc c'est un truc qui te fait vite grandir parce que du coup après tu deviens encore plus sévère, encore plus sélectif sur les recrutements que tu fais. En fait, c'est souvent les gens qui se rendent pas compte de la chance que tu leur, enfin, de l'opportunité, plus que de la chance, de l'opportunité que tu leur donnes, ils s'en rendent pas forcément compte et ils retournent leur veste parfois très facilement. Alors nous, on l'a pas énormément vécu, mais c'est un truc qui m'est arrivé une fois et qui m'a marqué, ouais. Mais c'est très propre à une entreprise, hein. Tout le monde le vit, hein. Enfin, quand t'as une Mm. suffisamment taille de boîte où tu commences à avoir pas mal de gens, tu le vis très très souvent. Où est-ce que c'est venu te chercher? Sur la patience. Parce que tu bouillonnes parfois parce qu'il y a des choses qui sont hyper injustes et t'es en mode putain, ça me rend zinzin, mais t'as pas le choix d'être patient, donc t'es patient. Donc ça te prendre du recul, c'est à réaliser que, ouais, à prendre du recul et à te détacher un peu de ça. Et c'est pas fini. Non, 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 mais j'espère qu'un jour ce sera plus du tout moi qui gérera ça surtout. Ouais. Tu l'envisages? Ouais, bien sûr. Mm. Pour quand? J'espère déjà d'ici un an, ce serait bien. Eh, c'est court, un an. J'aurais espéré que ce soit déjà le cas. Ça peut pas encore l'être, et j'espère que d'ici un an, ça le sera. Que tu lâches les recrutements ou que vraiment tu prennes beaucoup plus de hauteur? Les deux. T'es prête à lâcher? Je pense que ça me prendra un peu plus de temps. Je prends déjà beaucoup de hauteur, hein. Je gère pas grand-chose. Opérationnellement, je gère très peu de choses, moi, hein. Je fais Mm. exprès. Parce que c'est pas mon truc, que ça m'emmerde, et que je suis pas la meilleure là-dedans. Donc déjà, je fais un peu exprès de le faire. Je suis toujours là s'il y a un problème, et très souvent, on m'appelle quand il y a un problème. De toute façon, c'est les clients qui m'appellent quand il y a un problème, ou mes équipes. Mais la majorité du temps, c'est pas moi qui le gère quand même, et que ils arrivent à. J'ai quand même une équipe géniale qui se débrouille quand même très bien seule. Mm. Donc ça aide aussi. Ce sera quoi, tu crois, l'angle mort? La chose qu'il va falloir que tu traites sur toi pour pouvoir justement prendre ce recul et... Accepter de lâcher prise. J'ai du mal à lâcher prise. Je contrôle beaucoup tout. Je suis une obsessionnelle. J'ai pas souvent l'impression, enfin, c'est pas que je crois que je sais toujours tout, mais très souvent sur des choses que je fais, je sais mieux que les gens de mon équipe ou de mon entourage. Et du coup, c'est d'accepter que parfois c'est ok que les autres gèrent et quitte à ce qu'ils se trompent et que je m'en mêle pas, au lieu de moi le faire moi-même et qu'il n'y a pas de problème.
Et donc, c'est d'accepter de lâcher prise sur des choses où tu sais qu'au début, il y aura plus de complexité que l'inverse. Mais ouais, je suis une vraie contrôle fric. Je contrôle ma zone et je suis assez maniaque avec ça. Enfin, obsessionnelle avec ça. Je suis un peu une tour de contrôle, en fait. Ouais, c'est toute la difficulté quand tu veux prendre de la hauteur. C'est vraiment de réussir à faire le deuil de tout ce pourquoi t'es là. Et t'as réussi. Ouais, c'est difficile. En fait, c'est surtout d'accepter que les autres peuvent se gérer et pas d'avoir à gérer constamment les gens. Et ça, je sais pas si c'est très féminin ou si c'est, mais c'est vrai que je passe mon temps parfois à gérer mes associés comme si c'était des enfants. J'en rajoute, mais à vérifier qu'ils ont bien fait ci, qu'ils ont bien fait ça, qu'ils ont pensé à ci, qu'ils ont pensé à ça. Alors qu'en fait, soit ils y pensent, soit ils y pensent pas et tant pis, mais en fait, par réflexe, j'ai un besoin de passer derrière eux. Mais quasiment sur pas grand chose, hein, ça va être vraiment pas du tout sur des tâches opérationnelles dures ou autres, ça va être parfois sur des trucs débiles. T'as bien pensé à prendre un billet de train, à faire des trucs, tu vois, mais c'est psychologique, genre un besoin d'être derrière, ouais. L'important, c'est déjà le conscientiser et après, ça va permettre de creuser déjà cette posture un peu maternelle qui, je sais pas si c'est féminin, je sais que dans mes coachés féminins ou masculins, cette posture maternelle ou paternelle est quasi, je vais pas dire 100%, mais 90% de mes coachés le vivent parce qu'il y a ce cap à passer de l'expertise au manager, au leader et où au bout d'un moment, tu es obligé de faire des deuils. Et ça fait partie effectivement d'une posture et d'une attitude un peu à mettre de côté et à lâcher. Ouais. Mais c'est super intéressant. Donc là, si, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à la Sixtine d'il y a 17 ans? Que la vie est bien faite. Sincèrement bien faite. Et que même si tu vis des choses difficiles, c'est pour une très très bonne raison. Et qu'au contraire, il faut que j'aurais dû m'en servir et encore plus capitaliser dessus, au lieu de les prendre trop personnellement. Quel conseil tu donnerais ou quel challenge tu donnerais à ceux qui nous écoutent pour justement passer le cap et dépasser ces difficultés? Je dirais que le sport est un très bon allié pour ça, sincèrement. Parce qu'il te force à pas avoir le choix de faire un truc qui est méga dur sur le moment, et donc que tu peux très bien appliquer après dans ta vie. Mais c'est de la volonté, parce que le sport, si tu te mets pas cette volonté de te dépasser, c'est difficile. C'est la volonté. Ouais. Mais que n'importe qui est capable de faire. En fait, c'est vraiment juste de la pure confiance en soi et de motivation, ouais. Motivation, volonté. C'est vraiment psychologique, hein. Ça, j'en suis. Oui, complètement. Bah, c'est ce qu'on se disait depuis le début, c'est qu'effectivement, la performance, elle commence d'abord par soi et c'est purement psychologique. C'est clair. Et sinon, autre challenge peut-être ou conseil pour se retrouver et commencer toutes ces personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles. Je pense par exemple à celles qui veulent pas passer le cap du sport ou qui se mettent en objectif, typiquement moi, post-grossesse, de me dire bon bah il faut que je m'y retourne. Le conseil pour crocher dedans, tu vois. Bah, le premier, c'est de faire des trucs, c'est de faire petit à petit. Se donner des petits challenges de plus en plus difficiles, mais commencer assez facilement, parce que du coup, en fait, le plus difficile, c'est de se mettre dedans. Une fois que t'es dedans, ça, généralement, t'es lancé. Le plus difficile, c'est comme quand tu commences à bosser dans une journée, c'est les 2 premières minutes. Quand tu commences quelque chose, c'est la première fois. Une fois que tu l'as fait une fois, après, tu crées le mécanisme où tu reviens. Et donc, c'est juste de se créer des petites victoires assez faciles. Je vais être fière de moi si j'arrive à faire ça. Et en fait, le ça, au début, il est beaucoup plus facile que le ça dans 6 mois, tu vois. Et c'est de commencer petit à petit, de pas chercher à se mettre une trop grosse charge mentale de choses que tu dois réussir à faire trop vite. C'est sûr que t'arriveras pas et ça sert à rien. Ouais, et ça vaut aussi dans la vie et dans l'entrepreneuriat. Ouais. Eh ben, écoute, franchement, merci beaucoup. Hyper intéressant, cette interview et tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup pour ta transparence. Merci à toi, j'espère que ça aurait été utile. Je suis un peu roulée parfois, moi, dans les, dans les Ah interviews. non, mais franchement, mais c'est ça qui est hyper intéressant et c'est pour ça que je veux faire vraiment quelque chose avec des questions très larges pour justement laisser les gens s'exprimer. C'est une très belle idée. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et je suis aussi très curieuse de savoir comment vous avez géré ce challenge qui a été donné par notre invité. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux avec le hashtag Trouve ton curseur. Et pour être au courant des prochaines sorties, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!